C'était ses amis politiques qui se sont réunis pour essayer de se souvenir de lui et de voir en fait comment à partir de ce qu'il a laissé comme écrit, comme héritage à travers son autobiographie, comment on peut construire en fait, me semble-t-il, l'avenir de la communauté dont il avait été principalement en fait le mentor et l'architecte. Et c'est dans ce sens-là que moi j'ai compris ça, d'autant plus que les thèmes de la matinée étaient en fait une grande interrogation, une grande interpellation. Le primat de la politique face aux exigences de la vérité. Parce que Katumba, ce qu'il laisse dans son ouvrage, c'est qu'il tenait beaucoup à la vérité, il souffrait du mensonge, et que s'il a écrit les livres, c'est parce qu'il était victime de mensonges. Quand vous ouvrez son livre, là où lui-même commence à écrire, les deux premières phrases disent quoi? Et que même si, par moment, il a pensé qu'il était en droit de se satisfaire de ce qu'il faisait comme travail auprès du chef et pour la nation, mais sinon, le reste du temps, il a vécu un calvaire. Et le calvaire, c'est qu'on a raconté autour de lui énormément de choses. On l'a tellement diabolisé au point qu'on l'a rendu responsable, en fait, de ce qu'on pouvait considérer comme des ratés, en fait, de volonté nationale, de volonté du chef de l'État. Et il s'explique sans rancune, sans rancœur, et il a tenu à montrer qu'en fait, s'il a percé, c'est parce que c'est un homme méthodique, c'est un homme organisé. Parce que son contact avec l'administration congolaise, comme il l'a dit lui-même au ministère des Finances, l'a mis au-devant d'un désarroi terrible parce qu'il a trouvé que rien n'était organisé, rien n'était programmé, rien n'était planifié. On travaillait un peu comme, je ne sais pas à quelle époque, lui, l'ingénieur, le banquier, l'homme de mines. Donc, il a été dans des endroits où on ne travaille pas pour le travail, on travaille pour le résultat. Et c'est en fait ça la différence. Parce que ça, dans le microcosme politique, ici chez nous, dans la culture politique congolaise, les résultats n'existent pas. Et les résultats obtenus selon une méthode. C'est ça la grande différence, je crois, de mon ami. Parce que c'était mon ami. Je voulais dire ça, c'est vraiment mon ami. Moi, je n'avais pas avec lui des relations politiques, mais on se connaît, on avait des relations humaines. Et je crois que jusqu'à la fin, il m'a fait confiance. Il m'avait d'ailleurs donné un rendez-vous à un jour que nous nous trouvions ensemble avec lui. Et il m'avait dit qu'il allait à l'Israël, qu'il allait rentrer. Bon, depuis, il a été occupé, je ne l'ai plus revu, sauf que je le retrouve dans le témoignage là. Donc, c'est sa façon de faire, sa méthodologie. Et c'est pourquoi j'ai dit aux amis, ses amis, que s'ils veulent vraiment l'honorer, il faut en fait qu'il lui dédie un monument qui sera consacré à la production de l'intelligence. Parce que lui, il a travaillé sur le fond de l'intelligence, il tenait à l'intelligence, il était un homme intelligent et son action était intelligente et intelligible. Merci à vous, professeur Bioya, maître Narsine, prof Toussaint, vraiment de cet hommage pour Augustin Katumba Mwanké. Politique étrangère, extérieure, qu'est-ce qui se passe entre la RDC et la République burundaise? Les Congolais devront désormais traverser, les Congolais d'Ouvira devront traverser à Bujumbura avec un passeport à la main ou un tenant lieu de ces passeports qu'il faut obtenir selon nos informations ici à Kinshasa, tandis que les Burundais, eux, traverseront librement avec un jeton octroyé librement, gratuitement par leur gouvernement. Toussaint Tshilombo, comment on peut interpréter ces faits? Même les Burundis qui imposent à la RDC, où il y aurait un problème politique? Non, je doute fort qu'il y ait un problème politique entre la République burundaise et la République démocratique du Congo, parce que le Burundi, comme la République démocratique du Congo et aussi les Rwandais, font partie d'un ensemble qu'on a appelé à l'époque la CPGL, donc la communauté des États des pays des Grands Lacs. Et j'ose croire que dans ces cadres-là, il y aurait la libre circulation des personnes et des biens entre ces trois pays. Alors, effectivement, vous posez une question qui nous est posée à nous tous, ça nous interpelle. Pourquoi les Burundi prendraient la décision que désormais les Congolais doivent traverser leurs frontières avec un passeport, tandis que leurs ressortissants viendront chez nous avec un jeton? En ce moment-là, je crois que tous les regards vont se tourner vers la DGM, notre Direction générale des migrations,
pour demander pourquoi il n'y aurait pas réciprocité. Et d'ailleurs, ça tombe bien, nous avons un spécialiste, c'est pas un technicien des relations internationales, qui pourrait bien, puisqu'il enseigne cela, il forme les diplomates sur cela, de telle sorte à ce que nous aurons beaucoup plus d'éléments. Mais je crois que d'un côté comme de l'autre, il faudra que les autorités et burundaises et congolaises puissent revoir un peu cette situation, parce que nous devons appliquer ce qu'on appelle la réciprocité. Si les Congolais doivent impérativement aller au Burundi en présentant un passeport ou un tenalier de passeport, il faudrait impérativement que le Burundais aussi, en venant chez nous, puisse avoir un passeport ou un tenalier de passeport. Parce que le passeport, c'est un document de l'État. Hein, donc, ce n'est pas un document qui appartient à l'individu. Et chez nous, avec un problème, il n'y a pas de centre de capture, en ce que je sache, à Uvira. Je crois qu'avec la politique de la décentralisation qui est en train de se mettre en place, il faudra que tous ces services de l'État se décentralisent. Un passeport n'est pas un luxe, parce qu'il m'arrive des fois de constater qu'il faut faire des kilomètres pour venir à Kinshasa ou venir à Lubumbashi pour obtenir un passeport, et voire même, c'est un parcours de combattant pour avoir un passeport. Et il m'est déjà arrivé d'être invité dans une cérémonie festive, parce que quelqu'un venait d'obtenir un passeport. Alors moi, ça m'étonnait. Quelqu'un faisait une fête, et souvent, lorsqu'on détient un passeport, ça suppose qu'on va faire un voyage. Et lorsque les Congolais, particulièrement les Kinois, vous disent « je voyage », pour lui, c'est l'extérieur du pays. Et pourtant, lorsque vous partez d'ici pour le Bas-Congo, c'est un voyage. Ou bien lorsque nous quittons chez nous pour venir ici à Télé 50, c'est aussi un voyage. Donc, ce parcours de combattants pour obtenir un passeport, et puis il y a des formalités, il y a ceci, cela, tout cela, il faudra que nos services. Hein, parce que vous avez suivi à l'époque d'un ministre des Affaires étrangères, le professeur Bioya est là, il y avait une discussion, on n'arrivait pas à se situer. Est-ce le ministère de l'Intérieur qui devait gérer l'octroi de passeport ou le ministère des Affaires étrangères? Partout ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur. Ici, chez nous, c'est le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? Là, je ne saurais répondre à cette question-là. Mais je crois que nous devons, au cas où le Burundi maintenait sa position que les Congolais doivent c'est déjà placardé à Kanvivira. En ce moment-là, la République démocratique du Congo doit jouer aussi à la réciprocité, demander aux citoyens burundais, aux ressortissants burundais, avant de franchir la frontière congolaise, d'avoir aussi un passeport. Le Burundi justifie cette décision en disant qu'en 2015, ils auront des élections générales, ils doivent bien gérer, contrôler les flux migratoires. Madame Ernestine. Justement, j'allais dire, pour compléter un peu ce que le professeur Toussaint a dit, je crois que la première des choses, c'est de savoir le texte lui-même qui crée la CPGL. Quels sont les différents avantages qu'il y a pour les pays qui sont membres. Et au-delà de cela, il faut quand même que le gouvernement congolais et le gouvernement burundais se mettent ensemble pour savoir pourquoi 2 poids 2 mesures. Auquel cas, il faut quand même faire la réciprocité. Je pense qu'une autre raison peut être les élections. Peut-être une autre raison, on peut mettre sur le compte de toute l'insécurité qu'il y a autour de l'affaire de l'Est. Là aussi, on peut essayer de trouver une explication. Est-ce qu'on peut prétendre que la RDC insécurise le Burundi? Non, pas insécurise le Burundi, mais ceux qui sont citoyens de la RDC, qui ont participé à la question de l'Est, à la guerre de l'Est, et qui sont recherchés et qui sont chez eux. C'est aussi une occasion. On peut s'imaginer qu'ils peuvent aussi réfléchir de cette façon-là pour que réellement le rapport entre Burundi et Kinshasa, puisqu'elles ont toujours été bonnes pour qu'elles puissent être les plus saines possibles, ça peut être une motivation. Il y a 2 ans, 3 ans, le président burundais a été ici à Kinshasa. Je me rappelle, professeur, qu'est-ce qui peut être à la base de ces changements brusques? Parce qu'on peut dire, on peut qualifier de ça d'un coup du Burundi à la RDC. Je crois qu'il ne faut peut-être pas voir ça comme une malveillance. Et je pense qu'il doit y avoir des raisons objectives qui sont liées à l'absence de l'administration à l'est de la République d'abord, parce que c'est ce que Madame a dit tout à l'heure là, nous n'avons plus d'administration. Nous venons de terminer la guerre et on nous demande de restaurer l'État, de restaurer l'administration. Ça, c'est la première chose. Parce que ce qui nous arrive avec le Burundi nous est déjà arrivé avec l'Angola, mais autrement. L'Angola aussi, dans la peur des élections, croyant que le nord de l'Angola était plein de Congolais qui étaient proches de l'UNITA et qui pouvaient influencer les résultats des élections présidentielles. L'Angola a mis des années à organiser des élections présidentielles tant que l'Angola n'était pas convaincu que beaucoup de Congolais sont retournés au pays
Et je pense qu'ici, c'est cela aussi. On nous reproche souvent. On reproche à notre administration, en fait, beaucoup de laxisme. Parce qu'avec la Tanzanie, on a failli avoir le même problème. Par exemple, à un moment, la plupart des Congolais qui allaient en Tanzanie avaient des passeports de service, au point que les Tanzaniens ne considéraient plus ce passeport-là. Ils disaient que chez vous, là-bas, vous donnez des passeports de service à n'importe qui. On a l'impression que dans le passeport n'est pas, comme Toussaint l'a dit, une véritable carte d'identité qui se fait sur la base de l'identification effectivement de personnes. Nous avons l'impression de donner ça à n'importe qui. Alors les autres, quand ils voient ça, ils sont un peu insécurisés. Et je crois que c'est une pression peut-être qui est mise, et je suis d'avis que Toussaint, que les administrations devaient se retrouver le plus rapidement possible pour voir en fait où se trouve le problème et pour qu'on le gère ensemble. Alors vous êtes professeur vraiment spécialiste en cette matière, politique étrangère, les conséquences. Et si on ne trouvait pas la solution dès sitôt, donc tous les Congolais de l'Est là devront venir à Kinshasa pour trouver d'abord un passeport? Non, absolument pas. C'est cela. D'abord, en ce qui nous concerne nous-mêmes, nous devons en fait nous être sérieux, dire si oui ou non. Ouais. Nous sommes, si la CPGL signifie quelque chose, exact. Parce que j'ai cru comprendre quelque part que l'on demande aux Congolais d'avoir non pas seulement les passeports congolais, mais je crois qu'on voudrait même leur demander d'avoir les permis aussi, le permis ou un document de la CPGL, ce qu'on ne demande pas aux autres. Alors je crois que ça, c'est pas très très compréhensible. Je crois que la réciprocité, quelqu'un l'a évoqué ici, là, devra finir par s'imposer. Les il n'y a pas d'amitié dans la relation internationale. Pour être voisin du Rwanda, pour être voisin du Burundi, nous ne sommes pas des amis avant tout, nous ne sommes pas des frères. Nous sommes des États, nous avons des intérêts. Et chaque État a le devoir, en fait, de soigner et, en fait, sa dignité dans les rapports qu'il entretient avec l'autre. Donc, on ne peut pas se laisser berner, on ne peut pas se laisser entraîner n'importe comment. Parce que si ça perdure, c'est qu'en fait, quelque part, nous perdons en dignité et nous acceptons que nous sommes un État désorganisé. C'est qu'en principe, nous ne devons pas avoir les relations avec les autres. Madame Ernestine, prof Toussaint, un mot là-dessus? Je crois que tout a été dit, ou presque dit, parce que le grand problème est celui du rapprochement des deux administrations, de telle sorte à ce qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe exactement, voire même que nous avons dépassé les caps de la CPGL, puisqu'aujourd'hui nous parlons de la CIRGL. Donc, tous ces pays des Grands Lacs qui englobent même l'Angola, le Congo-Brazzaville en face ici, il faudra que nous puissions voir aussi les modèles qui se passent ailleurs, qui permet le développement de la sous-région, qui permet la libre circulation des personnes et des biens, de telle sorte à ce que dans ces échanges, que nous puissions tirer des leçons d'un côté comme de l'autre. Mais lorsque un grand pays tel que le nôtre, nos voisins, commencent à nous imposer les conditions pour qu'on aille chez eux, je pense qu'il est temps que nous aussi on dise, oh là, vous aussi avant de venir chez nous, voici les conditions qui sont posées. Je crois que c'est de cette manière. Tout ça a raison, parce que dans le cas de la CPGL, je crois qu'on en est au niveau de la libre circulation des personnes et des biens. Et il est donc incompréhensible, en fait, les exigences du Burundi, comme en fait, il devrait être incompréhensible la soumission, le silence de la RDC. Parce qu'il faut que le ministre des Affaires étrangères rappelle aux autres que nous avons des accords qui autorisent la libre circulation. Parce qu'on dit libre circulation, ça signifie et la libre circulation est accompagnée du droit d'établissement. C'est que les Rwandais peuvent entrer chez nous, les Burundais peuvent venir chez nous, s'établir et trouver même du travail, ce qui suppose aussi que les Congolais, sans condition. Bon, ça ne doit pas se négocier. Ça et s'il y a conditions, les conditions sont imposables partout. Maintenant, comme on exige, c'est que en fait, le Burundi oublie que nous avons en fait, un accord de libre circulation dans le cadre de la CPGL. Alors il est grand temps de convoquer, je crois, une réunion de la CPGL pour faire un tel lieu, pour savoir ce qu'il en est. Ça, d'accord. Toujours, Mathieu, il faut vraiment ajouter un petit quelque chose à notre avantage, à nous les Congolais. Il ne faudra pas qu'on voie le tout d'un mauvais œil. C'est l'occasion aussi pour nous de pouvoir rapprocher l'administration des administrés. C'est vrai qu'au cours des concertations nationales, nous avons longtemps discuté autour de la décentralisation. Moi, je crois que c'est maintenant le moment où on peut réfléchir davantage. On ne peut pas quitter l'intérieur du pays pour venir chercher le passeport simplement à Kinshasa. Donc, il serait grand temps que les passeports ne soient plus considérés, comme l'a dit le professeur Toussaint. Lorsque quelqu'un a eu un passeport du ministère des Affaires étrangères, ça devient... C'est un trésor. On fait même une fête, comme si c'était une collation des grades, comme on aime bien le faire à Kinshasa. Mais que ce soit aussi l'occasion pour nous
non seulement de chercher la réciprocité, mais de pouvoir davantage rapprocher l'administration des administrés. Que ceux qui sont dans le Congo profond aient aussi l'occasion, à partir du territoire où ils se trouvent, de pouvoir avoir